Bonjour les passionnés de voyages hors saison et loin des foules. Après les hautes montagnes, nous visons la vallée de la Garfagnana, toujours dans le nord de la Toscane. Ici on trouve plus de traces historiques et de culture. Nous prenons aussi plus de temps pour les lieux paisibles et pour le repos. On présentera quelques villes de la Garfagnana. Nous partons ce matin de Barga, la ville la plus toscane de la Garfagnana. Oui, c'est encore une randonnée, bien sûr. Mais nous revenons ensuite dans la ville pour la présenter. Nous avons pris maintenant déjà un peu de recul. Barga se trouve sur cet éperon entouré de montagnes plus hautes. Après les dernières maisons et cultures, nous nous enfonçons dans un vallon verdoyant et qui devient plus sombre pour finir. La piste forestière se transforme en sentier et un pont permet de traverser le ruisseau. Nous voyons que nous sommes sur un chemin ancestral entre Barga et Sommo Cologna. Barga est habitée depuis la préhistoire, Sommo Cologna est documentée dès l'époque romaine. Le pavage n'est plus visible partout, mais le tracé du chemin est aisé. Nous sortons vers des prés avec plus de visibilité. Certaines maisons au bord du chemin sont habitées et gardées par des chiens. Nous avons plus loin une rencontre avec quelques spécimens agressifs. La propriétaire n'est venue nous délivrer que très tard. C'est très désagréable, surtout que nous nous trouvons sur un chemin balisé officiel. Mais nous ne laissons pas gâcher la promenade ni la vue. La ville de Barga se montre de plus en plus belle dans le soleil matinal. Au fond, la chaîne formant les montagnes de Carrare. Voici le genre de croisement où un bon guide de randonnée est vraiment utile. L'automne fait tomber les premières feuilles. Nous retrouvons le chemin pavé vers Sommo Cologna. Sur ce chemin se trouve la chapelle San Rocco. C'est un des nombreux édifices religieux sans âge connu. Dans le doute, il date du 19e siècle, mais il pourrait être bien plus vieux. Pour nous, c'est le point culminant, le chemin vers Sommo Cologna étant bien documenté. Nous faisons une pause et redescendons vers Barga par un autre sentier. Ce chemin pavé nous accompagne plus longtemps qu'à la montée. Peu à peu, nous revenons dans la civilisation et on passe quelques belles villas toscanes. Certains aménagements sont utiles, d'autres plus amusants. Nous sommes longtemps descendus dans un autre vallon, nous devons donc remonter pour revenir à Barga. Mais ici aussi se trouve un ancien sentier paisible au dénivelé très agréable. Nous voyons retour vers Sommo Cologna, où nous n'avons pas été, mais aussi sur le versant par lequel nous sommes montés initialement. Peu avant la ville, on traverse quelques champs très verdoyants fin août. On arrive à Barga par une route d'abord pas très romantique. Plus haut, on retrouve des anciennes maisons et villas le long de la Via della Chedotto.
L'étroite ruelle monte et descend, mais on monte surtout. Nous arrivons enfin dans l'enceinte médiévale de la ville. Nous savons que la cathédrale se trouve tout en haut de la ville, nous prenons donc à chaque croisement la ruelle montante. Ces marches régulières ne trompent pas, elles mènent au parvis de la cathédrale de Barga. Nous arrivons par le nord au parvis. La face nord est l'ancienne façade principale. La porte latérale actuelle était donc la porte principale de l'église de base. Le linteau, datant du XIIe siècle, montre une scène du miracle de Saint Nicolas. Documentée dès 998, la cathédrale de Barga est considérablement agrandie au XIIe et au XIIIe siècle. Ainsi, elle a aujourd'hui 3 nefs. La façade principale était avant le côté latéral gauche de l'église initiale. Le parvis de la cathédrale est aussi le belvédère idéal au-dessus de la ville de Barga et pour admirer les montagnes autour. On voit par exemple droit dans l'arche rocheuse naturelle du Monte Forato. Les cyprès rappellent que nous sommes en Toscane, même si nous sommes loin des collines classiques. Toute la façade est de style roman et respire le Moyen Âge. Le parvis sud permet de voir retour sur une partie de la randonnée et sur la Via dell'Acquedotto. On voit ici encore retour sur le village perché de Sommo Colonia. L'intérieur n'est pas moins intéressant. La magnifique chaire de marbre du XIIIe siècle est attribuée à l'école de Guido Bigarelli de Côme. Elle est soutenue par 4 colonnes dont les 2 antérieures reposent sur des lions, l'un au-dessus d'un dragon, l'autre dominant un homme. Les colonnes arrière reposent l'une sur le sol et l'autre sur le dos d'un vieillard voûté. Pour rejoindre la ville et ses ruelles animées, il faut descendre entre quelques somptueux palais. La splendeur de Barga remonte au XIVe siècle et au conflit entre les Guelfes et les Ghibellins qui perdurent durant plusieurs siècles. Dans ce contexte bipolaire se créent d'autres divisions partisanes qui divisent Lucques, dont fait partie Barga, et Florence. Barga en profite pour déclarer son indépendance et s'allie à Florence. Ainsi, Barga devient l'enclave la plus septentrionale de Florence et elle profite largement en investissement. Pour cela, Barga ressemble très fort aux villes du sud de la Toscane. Nous visons l'ancienne halle du marché. C'est aujourd'hui une des terrasses du restaurant Caprese qui est un peu snob mais quand même très bon. Nous y commandons un casse-croûte nord-toscan que nous ne regrettons pas. Nous sommes déjà passés plusieurs fois près du pont du diable, mais soit il faisait nuit, soit on ne pouvait pas s'arrêter, soit il pleuvait. Cette fois-ci, le soleil est au rendez-vous et on peut se garer aisément. Le Ponte del Diavolo se trouve entre Lucca et Castelnuovo. Cet exemple remarquable d'ingénierie médiévale du XIe siècle a été plusieurs fois rénové et remanié. La dernière modification date du début du XXe siècle avec l'ajout d'un arc pour le passage du chemin de fer.
Historiquement, le pont fait partie de la Via Francigena, un chemin reliant Pavie avec Lucques et Benevento à travers les vallées de la Toscane du Nord. On évitait ainsi le territoire contrôlé par les Byzantins plus loin au sud. Plus tard, sous Charles Quint, ce chemin devient l'axe principal de communication entre les Alpes et la péninsule italienne. C'est aussi un chemin de pèlerinage reliant Canterbury à Rome en passant par la France et la Suisse. Le Ponte della Maddalena est communément appelé Pont du Diable. La légende populaire attribue sa construction au diable. On raconte que le maître maçon engagé dans la construction du pont était très inquiet du retard accumulé dans les travaux compte tenu des crues continues et impétueuses de la rivière. Un soir, désespéré, il se met à prononcer des sacrilèges de nature à évoquer Satan. Alors le diable se montre et dit au maître d'œuvre qu'il terminerait lui-même les travaux en une nuit en échange de la première âme qui traverse le pont. Le chef maçon accepte et la construction est achevée rapidement. Le contremaître, désespéré de l'imminence du lourd tribut à verser au diable, court chez le curé du village qui, après avoir entendu les aveux, imagine un stratagème. Il fait traverser le pont par un chien. Le diable, furieux du geste astucieux, s'en empare et le jette dans la rivière. On dit pouvoir observer le cœur pétrifié du pauvre animal au fond de l'eau. Le soir, nous montons au barrage formant le lac Torite Cava, accessible par une étroite route montant de la vallée du Serchio. Nous y trouvons des oies grises sauvages, des blanches domestiques et des croisées au coloriage mixte. Un peu en amont du lac se trouve un ancien pont. Cette rivière formait la limite entre la République de Lucques et Garfagnana Estense. La date de construction du pont n'est pas connue. La rénovation de 2013 a relevé le parapet. L'arche est haute de 11 mètres. Nous passons la nuit près du lac sur une aire assez sauvage. La circulation est quand même très gênante. Nous passons 2 autres nuits près de la rivière Torite Secca. On n'entend pas la route, uniquement l'eau du torrent ronronne. Nous sommes dans la vallée entre Castelnuovo di Garfagnana et Isola Santa. On est garé au bord d'une piste forestière en cul-de-sac menant aux quelques maisons de Pizzorno. La rivière descend de la zone minière des Alpes Apuanes et passe peu avant dans le barrage d'Isola Santa. C'est peut-être pour cela que l'eau est parfaitement claire. Des têtards noirs bougent dès que l'on s'approche. Nous restons beaucoup de temps au bord de la rivière. Alex s'y plonge même quelques courtes secondes. L'eau est très fraîche et il n'y a surtout pas d'endroit assez profond. Les 2 soirs, nous cuisinons au bord de la rivière. Nous faisons même notre propre pain. Nous sommes durant une journée pluvieuse dans la ville de Castelnuovo di Garfagnana. Il s'agit d'une pause forcée car notre camion aménagé est au garage pour faire réparer le socle de la pédale de frein abîmée sur une piste forestière lors du premier jour en Toscane. Nous passons la nuit sur une aire d'atterrissage de parapente dans la basse Garfagnana. Castiglione di Garfagnana est un peu comme Castelnuovo, mais plus petit, sur la colline et bien plus endormi. Il n'y a que quelques touristes quand nous passons. Un point de vue permet de voir sur le village, les montagnes et le château qui ne se visitent pas.
On essaye d'égayer un peu les rares visiteurs. La structure extérieure de l'église de San Michele dans le centre se caractérise par l'utilisation de styles différents. Le bâtiment est d'époque romane, tandis que la façade est ornée de style gothique tardif. La construction est achevée en 1403. La vue du village porte bien sûr sur Castelnuovo et les Alpes Apuanes. Les jours suivants, nous reprenons les randonnées. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.